Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 100%. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de retrouver la critique de Lego City Undercover, suivi d'un reportage sur Injustice, les dieux sont parmi nous. Et pour terminer, ce n'est pas un rétro magic consacré au couteau, mais bien à l'or des Aztèques que nous verrons. Mais tout ça, ce sera après les news. Blizzard vient d'annoncer un nouveau titre issu du monde de Warcraft. Alors bon, c'est sûr, ce n'est pas un blockbuster du genre StarCraft 2 qu'on a là. Hearthstone, Heroes of Warcraft, est un jeu de cartes en ligne de type Magic the Gathering, adoptant le modèle du free-to-play. Tout le monde pourra s'essayer gratuitement au jeu et aura accès à un deck de cartes basique. Mais pour affirmer son jeu et mettre la main sur des cartes puissantes, il faudra sans doute passer pas mal de temps à jouer ou mettre la main à la poche. Une bêta du jeu devrait être lancée prochainement, permettant de se donner une première idée du titre. Membre actif de la scène indé canadienne, Michael Todd a déjà sorti pas mal de petits jeux dont Little Gardens, un titre mêlant exploration et puzzle. Pour son prochain projet, Electronic Superjoy, il change de style afin de proposer un jeu de plateforme rétro-hardcore à mi-chemin entre Super Meat Boy et Limbo. On dirige en effet la silhouette d'un petit homme sautant de pixel en pixel et frôlant sans cesse la mort, qui chercherait semble-t-il à retrouver son derrière, volé par le Groove Wizard. Ne me demandez pas pourquoi. Le tout sur une musique très dance des années 90, composée par Envy, un musicien de la plateforme Newgrounds, qui ne se contente pas d'héberger des jeux flash. Le trailer donne méchamment envie avec son ambiance délicieusement psychédélique et son gameplay rythmique. Au départ prévu pour être un petit jeu, Michael Todd s'est vite rendu compte que le projet prenait de l'ampleur pour finalement faire appel à un autre game designer, Cassie Chu, en octobre 2012. Electronic Superjoy est annoncé courant 2013 sur Windows, Mac, Linux, iOS et Android, et les développeurs envisageraient un portage 3DS. Une petite pause de 5 minutes avec un petit jeu tranquille sur Wii U, ce serait sympa, non? Par exemple, Punch-Out, ce classique de la NES, ressorti récemment sur l'eShop pour quelques centimes. Bon, c'est pas comme s'il y avait des tonnes d'autres choix sur la plateforme de Nintendo en même temps. Ah, il faut faire une mise à jour. Ok, bon, maintenant il faut retourner au menu Home de la Wii U. C'est long. Ah, c'est la fin des 5 minutes de pause. Pour jouer, ce sera une autre fois. Ça sent le vécu, n'est-ce pas? Bon, au moins pour le retour du menu Home de la console, la mise à jour prévue pour avril devrait améliorer de manière considérable le temps de chargement. Et Nintendo le prouve, image à l'appui. Le résultat est plus que probant, mais avant de crier victoire, il faudra voir une fois la mise à jour appliquée sur les consoles. Et puis, ce serait bien d'allumer sa Wii U pour autre chose que faire une mise à jour ou jouer à Punch-Out sur console virtuelle. Heureusement, peut-être que les sorties de Monster Hunter et de Lego City Undercover permettront de redonner quelques couleurs à la ludothèque pour l'instant morose de la Wii U. Pour ceux qui n'auraient pas craqué depuis longtemps pour une machine de Nintendo, ils se tourneront peut-être vers une machine peu onéreuse et à la ludothèque déjà bien fournie. Pour cela, Wii Mini est sorti discrètement depuis quelques jours chez nous, après avoir été cantonné quelques mois outre-Atlantique. Il s'agit d'une version réduite de la Wii dans tous les sens du terme. Dimension réduite, prix réduit, moins de 100 €, avec une Wiimote Plus et un Nunchuk rouge, mais aussi fonctionnalité réduite. Adieu le Wi-Fi et les fonctionnalités en ligne, ainsi que la rétrocompatibilité avec les jeux GameCube. Uniquement pour ceux qui veulent un cadeau pas cher, pour jouer aux quelques titres excellents sortis sur la désormais ancienne console de Nintendo. Comme je vous le disais pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, la Wii U n'est pas morte. Et elle le prouve avec la sortie de ce qui, pour l'instant, à l'heure où nous gravons cette VHS, est une exclue Wii U avec Lego City Undercover. Alors bon, les Lego vous connaissez, le principe, et tous les jeux qui ont été faits avec des Lego. Et cette fois-ci, on va incarner un petit policier en Lego qui va piloter plein de véhicules dans un monde ouvert et ça va être super bien, j'espère. Bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Vous écoutez le Centoride de Lego City Radio. Et laissez-moi vous dire que la météo prévoit une journée chaude. Le jour où le premier trailer de Lego City Undercover a été dévoilé, c'était lors d'une chaude journée d'été à l'eCube 2012, alors que Nintendo livrait une conférence nous laissant pour le moins circonspect. Au milieu d'une avalanche d'annonces moyennement funky, se révélait ce GTA-like en briques au moyen d'une vidéo surchargée de clins d'œil et de références pop. Allez, dépêchez-vous de vous asseoir. Quelques semaines plus tard, Lego Batman 2 pointait le bout de son nez et constituait en lui-même une mini-révolution dans la série. Pour la première fois, les jouets en plastique étaient doués de paroles et découvraient la magie de l'open world avec un monde dans lequel ils pouvaient se balader à leur guise. Gotham City fut ainsi la première ville que nos fameuses figurines ont pu explorer.
Mais si cette dernière manquait malheureusement de vie et de contenu, les terres du milieu dépeintes dans Lego Seigneur des Anneaux furent, à l'image du jeu, plus convaincantes. On sentait donc une évolution positive, et c'est avec optimisme que l'on s'est attaqué à Undercover, un jeu qui compte bien consoler nos Wii U en léger manque de hits et qui se déroule pour une fois dans un univers original. Ici, pas d'adaptation de comics, de livres ou de films à succès. Lego City Undercover, c'est l'histoire exclusive de l'agent Chase McCain, un flic dont le nom fait étrangement penser à celui d'un autre héros, au Marcel blanc et aux cheveux rares. Chase McCain. Chase McCain? Mais vous êtes une légende! Merci beaucoup d'être revenu, Chase. Chase McCain est une légende vivante, le policier modèle qui a rendu les rues de Lego City plus sûres. L'homme qui a traqué et arrêté le terrible Rex Fury dans une aventure qui nous sera racontée dans la préquelle prévue sur 3DS. Au cours de cette chasse à l'homme mouvementée, Chase a fait la rencontre et s'est amouraché de la belle Natalia Kowalski, l'ancienne kiné du criminel qui a pu lui fournir un témoignage crucial pour l'arrestation de Fury. Nous avons réussi à le coincer quand un témoin secret s'est manifesté. Seulement voilà, la couverture de Natalia a été grillée accidentellement par Chase, ce qui a fait d'elle un témoin sous protection, n'ayant plus aucune confiance envers notre agent. 2 ans après cet épisode, la ville a de nouveau besoin de lui. Et voilà que Chase fait son retour dans une entrée en scène qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Nico Bellic. Lego City. Accueilli par le maire, il apprend que Rex Fury s'est échappé de prison et que la ville est depuis témoin d'une recrudescence de la criminalité. Pas de doute, c'est Rex Fury qui est derrière cette vague de crimes. Madame le maire pense que nous devrions rechercher cet homme. Chase McCain va donc devoir rejouer les agents sous couverture pour infiltrer son réseau, quitte à se faire passer lui aussi pour un hors-la-loi. Vous êtes le seul que je crois capable de l'arrêter, Chase. La police! Batman était accompagné de Robin, Frodon de la communauté de l'anneau, mais l'agent Chase, quant à lui, opère en solitaire. Ici, pas de puzzle à résoudre à 2 ou de coopération. Contrairement aux autres jeux de la licence, Undercover se joue exclusivement en solo. Ce choix fait par Traveler's Tales est un peu dommage, la convivialité étant une des forces de la licence, mais il est justifié et n'a pas de grand impact au final. Après avoir patienté devant un écran de chargement un poil trop long, on passe donc son temps à faire les missions spéciales du scénario et à explorer la ville. Très vite, Chase fera l'acquisition d'un communicateur de police, une sorte d'outil évolutif ultra perfectionné, lui servant à la fois de GPS et de téléphone portable. Concrètement, ce communicateur, c'est le gamepad, qui trouve dans le jeu une fonction aussi évidente que pratique et immersive. Tenu à la verticale, il pourra par exemple servir de scanner et même d'appareil photo, vous plongeant littéralement dans les rues de Lego City. Il n'y a pas à dire, cette fonction fait toujours son petit effet. Dommage qu'on ne puisse l'utiliser que dans la ville et pas dans les missions. Bref, c'est via cet appareil que Chase communique avec les autres protagonistes. Il communiquera en particulier avec la lieutenant Ellie Phillips, son opératrice, qui l'envoie aux 4 coins de la ville faire copain-copain avec les malfrats. Je vous appellerai une fois que vous serez connecté, Chase. Côté aventure, on se retrouve en terrain connu, avec du décor à casser puis à reconstruire pour avancer. Petit changement tout de même, l'apparition d'une flèche indiquant quasi systématiquement où placer tel objet ou que faire pour avancer. Avec cette fonctionnalité, Traveler's Tales nous enlève ainsi le dernier soupçon de challenge qu'il y avait dans la série. Mais comment dire, on ne joue pas vraiment aux jeux Lego pour leur difficulté. En soi, c'est même une bonne chose. Cet indicateur signifie la fin de ces trop longues minutes à tourner en rond, dans le but de trouver la toute petite pièce qui manquait à votre assemblage, comme c'était encore le cas dans Lego Batman 2 par exemple. Mais retournons plutôt aux missions. Dans Undercover, les costumes et les pouvoirs des personnages font place à des déguisements, octroyant à Chase différentes armes et compétences. Pas besoin de passer par une borne ou une autre plateforme contraignante pour changer de déguisement. À tout moment, une simple pression de gâchette suffit. De peur de vous spoiler, on ne les montrera pas tous, certains valant vraiment le détour. Sachez tout de même que notre agent infiltré pourra utiliser une sorte de bas de grappin, forcer des serrures de coffre-fort, faire exploser de la dynamite pour se frayer un passage, et même planer avec une poule façon Link. Il s'agira évidemment de jouer avec la complémentarité des déguisements pour progresser dans les niveaux, sachant qu'il est possible de les refaire en jeu libre et de les compléter à 100% une fois toutes les compétences acquises. Une quinzaine d'heures vous attendent si vous décidez de faire le scénario en ligne droite. Une quinzaine d'heures passées dans des décors et des situations étonnamment variées, surtout que le scénario ne constitue que quelques dizaines de pourcents du jeu à peine. Je crois que je l'ai perdu à l'étage! On passera ainsi de la prison à la ferme, de la plage à un Chinatown assez crédible, tout en chevauchant un T-Rex en squelette, en faisant de la chute libre ou en jouant les acrobates sur les toits de la ville. Le reste du temps, on le passera à explorer Lego City et à tenter de débloquer les milliards de briques à collectionner, à dénicher des objets cachés ou à remplir les tonnes de défis que le jeu propose.
La ville est relativement grande et il est heureusement possible de se déplacer en transport en commun ou de demander à un taxi de vous conduire à la destination de votre choix. Enfin, vous pouvez aussi user de votre sifflet pour arrêter la circulation et réquisitionner la voiture de n'importe quel civil innocent. Vous êtes un policier après tout, il faut bien en profiter. Nous devons toujours conduire prudemment. Bien sûr. Juste une dernière question, chef. Alors certes, techniquement, Lego City Undercover n'est pas encore parfait. Si vous décidez comme nous d'opter pour sa version dématérialisée, son téléchargement risque d'être long et pénible. Le fichier pèse 19 Go, ce qui vous forcera peut-être à utiliser un disque dur uniquement prévu à cet effet pour le stocker. Une fois le jeu en main, ou plutôt en disque, on observera des baisses de framerate à certains endroits de la ville, de l'aliasing, du tearing et à peu près tous les défauts techniques que l'on a l'habitude de reprocher à un jeu estampillé Lego. Autrement, Lego City est très facile et les niveaux se parcourent et s'enchaînent sans aucune difficulté. Dans la catégorie des reproches, on pourrait aussi faire de longs paragraphes à propos des véhicules, qui ont une fâcheuse tendance à faire des embardées au moindre virage, ou de la caméra capricieuse, souvent frustrante lors des phases d'escalade. Mais si tous ces couacs sont bel et bien présents, les qualités du titre, elles, sont largement plus nombreuses. Le gros point fort du jeu reste à nos yeux la richesse des décors et la beauté des graphismes. Bien plus jolis que dans les volets précédents, ces derniers nous ont parfois même fait descendre de véhicules rien que pour admirer le paysage chatoyant et coloré. Au cours de l'aventure, les clins d'œil à d'autres œuvres fusent à une vitesse vertigineuse, tout comme les gags d'ailleurs, souvent lourdingues, mais parfois subtils et même tordants. Les plus jeunes verront donc en Lego City un jeu avec autant d'humour qu'un dessin animé du mercredi matin, tandis que les moins jeunes s'amuseront à lister toutes les références aux films et aux séries cultes qu'ils arriveront à trouver. Niveau son, c'est aussi réjouissant, avec des thèmes musicaux collant parfaitement aux ambiances, comme cet efficace air jazzy donnant du punch aux courses-poursuites. Police. Citons aussi les doublages français qui sont globalement de bonne facture, en plus de bénéficier d'un mixage audio enfin correct. Stop. Ou alors, je continue à vous courir après. En définitive, malgré ses défauts, Lego City Undercover est un petit coup de cœur, un jeu au contenu généreux et une bonne surprise qui nous prouve que Traveler's Tales a été capable de se faire sa propre place dans le monde impitoyable des GTA Live. Yeah. Bon, j'espère que Lego City va être bien, parce que moi j'aime bien les mondes ouverts comme ça. Bon, c'est vrai en même temps que plutôt que les Lego, je préfère quand même avoir des gars comme ça qui se promènent, qui vont dans des donjons, dans des grottes, et qui peuvent trouver des armures d'Edric, des armes d'Edric, et puis qu'il y a des portails vers Oblivion. Mais bon, ça c'est ma vie, ça vous intéresse pas trop mes anecdotes. Alors je les remets dans ma culotte, et puis ma culotte, hop, je la remets sur mon pantalon, puisqu'on va suivre le reportage sur Injustice, les dieux sont parmi nous, qui est quand même une histoire de super-héros en collant. Oui, c'est terrible. C'est dans quelques jours que les joueurs cultivant un amour certain pour les comics pourront s'essayer à Injustice Gods Among Us, une nouvelle franchise de jeux de baston mettant en scène les héros les plus connus de l'univers DC. Ayant fait l'objet d'un tease à l'E3 dernier, ce titre développé par NetherRealm Studios, à qui l'on doit les derniers Mortal Kombat, se pointe avec une histoire originale et un setup assez surprenant. Pour faire court, Superman pète un câble à la suite d'un événement tragique. Il revient alors aux autres héros de DC de l'arrêter coûte que coûte. Une configuration qui a donc amené le studio américain à collaborer avec les différents auteurs d'ici, comme nous l'explique Hector Sanchez, le producteur d'Injustice. DC's been nothing but open with all of the ideas that we've had since the beginning. You know, since we kind of told them exactly what we wanted to do with the universe, they were like, "Go ahead, you know, go through it." You know, from the very first concept art that we sent them of Evil Superman to, you know, the latest final build that we just sent them, you know, last week. They've approved everything that we've wanted to do, and they've even gone so far as to develop an entire comic line based around our storyline as well. So the Injustice universe is its own kind of separate universe outside of anything else that DC has ever done, which allows us to have more creativity with the characters. Then, you know, it's not the Kingdom Come Superman, it's not Darkest Night Batman, it's Injustice Batman and Injustice Superman. So in the context of that universe, all of this makes sense.
The most that they've given us were kind of like massaging the dialogue of the characters themselves. So we had Justin Gray and Jimmy Palmiotti, who were two, the more well-known DC authors, and we sent them the script and they sent us back notes on like, hey, Superman would never say that, or Flash would never say something or do something like that. So they definitely gave us tips so that it would make sense in the context of the whole DC universe. But as I said, all gloves were off and we were able to do whatever it is that we wanted to do with the universe, which I think is going to make this a very unique experience for a lot of DC fans to see these characters in ways that they're not used to seeing them before. It's very, very cool. Concevoir un jeu de baston avec un roster aussi éclectique a dû demander une certaine réflexion pour conserver un équilibre entre les personnages. En temps normal, on imagine par exemple mal le Joker mettre à l'amende quelqu'un comme Wonder Woman. Les développeurs ont donc dû trouver un twist dans leur histoire et faire des choix concernant la puissance des pouvoirs de chacun. What we did is that we took away the overpoweredness of each character. If it was a real fight, obviously Superman could throw one punch and then the fight would be over, but nobody would want to play that game, right? So we had to make sure that we balanced the characters in a way that made sense, especially when it came to the fighting game element of it. The eye laser can do just as much damage as an explosive batarang and things of that sort. So there is a little suspension of disbelief that we're expecting from the player to get. To have once they kind of play the game in and of itself, but we kind of define that in the context of the story. So when you play the story, you'll see why Superman's powers are reduced and why Catwoman's powers have been increased. So it'll all make sense in a greater context when it's looked at collectively. The most challenging aspect of the development process was making sure that all the characters were balanced across the game. In fighting games, there's always that fear of you're making one character who is kind of quote-unquote broken, right? The overpowered character. Every fighting game has it, that one character, when somebody picks them, you just roll your eyes. You're like, oh, really, dude? Like, you're gonna pick that person? We really wanted to avoid that in Injustice, so we had to spend a lot of time making sure every character had the tools to fight against every other type of character as well. And, inevitably, when the game is released to the fans and you have millions of people playing, somebody's going to find that one cheap exploit, and attack it. But, we have systems in place right now that if that starts to happen, we can tweak the numbers a little bit and kind of balance it down. Outre les combos et les attaques spéciales, Injustice propose d'autres manières de rudoyer ses adversaires. Et c'est là qu'entre en jeu l'interactivité avec le décor. The interactive objects in the backgrounds are something that are very cool for us to kind of develop. This was something that Ed Boon, wanted us to really focus on and kind of put in the game. Is we have these superheroes fighting in the streets of Metropolis, of Atlantis, and Arkham Asylum, and all these different places. But we didn't want it to just be a pretty picture in the background that you're fighting in front of. We wanted them to actually have life and be part of a match in and of itself. So in Arkham, you can kind of like lift the TV monitors and throw them at your opponent. You can slam people into the gurney. You can transition them and you go down into the kitchen of Arkham Asylum and throw a hanging pig at your opponent, or pick up the stove and slam it into them. There's all kinds of different ways that you can come up with different kind of interactive elements in each one of the backgrounds, and it makes sense, right? There's these big kind of like superhero fights. It's not just going to be, just one-on-one. They're going to look around and they're going to use whatever kind of objects are available to them. So it was really cool to kind of come up with those ideas, and it allowed us even more creativities, because not only were we developing special moves for each one of the characters, now we were developing special moves for the arenas in and of themselves. So it's almost like the arenas were separate characters in addition to the characters that we already have. So I think people are going to be really into it, and they're going to find creative ways to incorporate the interactive objects into their gameplay, because they're not all the same. They're not all just throw this TV at this person. They're also, I can use a laser in the Fortress of Solitude and send you into the Phantom Zone, and when you come back out, it pops you up, and now I can get a free juggle combo. There's all kinds of different things. In Themyscira, I can pull on the chains and a big flame will come out and kind of set you on fire. You're taking damage and you're stunned, so now I get a free combo after that. There's just different things across all of the backgrounds that are going to make it feel like a different fight every time you play the game, depending on what character you picked as well. Malgré cette volonté d'installer une nouvelle franchise avec de nouvelles mécaniques de gameplay, on remarque dès le premier coup d'œil que cette Injustice a été créée par les développeurs des derniers Mortal Kombat sur console HD. On peut alors se demander dans quelle mesure leurs travaux précédents ont aidé l'équipe à développer ce nouveau titre.
One of the first things that we were able to do is kind of change the layout of the game in and of itself. Because we were making an Injustice game and not a Mortal Kombat game, we were able to change things that if we tried to change those in Mortal Kombat, people would say, what are you doing? You're taking it too far. There's an expectation that comes with Mortal Kombat. With Injustice, because it's a brand new property, we were able to do whatever we wanted to. So we changed certain things. There's no longer a block button. Now you hold back to block like more traditional Eastern developed games. You know, the walk speed is a little bit faster. There's only 3 attack buttons instead of 4 attack buttons. You know, in Mortal Kombat we had front punch, front kick, and rear kick. Now we just have light, medium, hard attacks, and we reserve the 4th button for what we're calling the character power button. So the character power button is kind of like an additional special move that every character has. For Superman, you hit that button and for a limited amount of time he does even more damage. Not that he needs it, but he gets even stronger. Batman calls in these robotic bats that kind of surround him, and it uses them as defense, and he can also fire them as a projectile. So there's all kinds of different things that we can do with it that makes Injustice feel fresh and different and not just kind of like a reskin or a clone of Mortal Kombat. It's its own kind of like IP, its own kind of franchise, its own kind of feel. Prévu pour le 19 avril prochain, on attend maintenant de passer un peu de temps sur cette Injustice, en espérant que l'on n'ait pas affaire à la rigidité et au système de combo un peu laborieux propre au Mortal Kombat, mais bel et bien un système de combat repensé et cohérent avec l'univers qu'il traite. Quoi qu'il en soit, on vous invite à suivre la critique d'Injustice, diffusée incessamment sous peu dans 100%. Bon, ça y est, je viens de découvrir la thématique du 101% d'aujourd'hui, hein, c'est le travestissement. Parce qu'avec le petit policier en Lego undercover, donc sous couverture déguisé, avec les super-héros et leurs costumes, voilà, maintenant c'est Retro Magic, consacré à Gold of the Aztec. Vous allez me dire, il n'y a pas de travestissement, mais si, parce qu'en fait, c'est pas un Retro Magic de Julien Pirou, mais de Julien Parotaku, qui s'est déguisé en Julien Pirou pour se faire passer pour un Aztèque. Comprenez pas, mais vous comprendrez certainement pas non plus en regardant Retro Magic. En 1989, bien avant l'apparition de Lara Croft, un autre aventurier sévissait déjà sur les écrans d'Atari, Amiga et PC. Non, pas celui avec le fouet et la cicatrice au menton. Nous voulons parler de Brett Conrad, le vétéran du Vietnam devenu le héros intrépide de Gold of the Aztecs. Quoi, ce nom ne vous dit rien? Alors écoutez plutôt. « 1987. La jeune société anglaise Psygnosis sort Barbarian sur les ordinateurs de l'époque. Ce jeu d'action, développé par le programmeur David Lawson, tourne sur le moteur 2D qu'il a lui-même écrit. Pour pallier le manque de variété d'action permise par l'unique bouton équipant les joysticks de cette période, le jeu propose de diriger le personnage de manière originale, via des icônes d'action cliquables à la souris. Malgré sa maniabilité assez lourde, le titre aura suffisamment de succès pour que ce système de jeu soit réutilisé l'année suivante dans une autre création de la firme à la chouette, un jeu de science-fiction visuellement plus soigné nommé Obliterator. C'est à ce moment que David Lawson décidera de quitter Psygnosis pour fonder sa propre boîte, Kinetica Software. Le premier jeu de cette nouvelle société utilisera tout naturellement une version améliorée de son moteur 2D, adapté cette fois au joystick plus moderne. Ce sera le jeu d'aventure-action Gold of the Aztecs. Le jeu met en scène Brett Conrad, ex-membre de la CIA ayant fait le Vietnam et qui s'ennuie à mourir pendant sa retraite. La découverte d'une carte dans l'héritage de son oncle Milo le convainc de partir à la recherche d'un mystérieux trésor aztèque, enfoui dans des ruines perdues dans la jungle mexicaine. Malgré les menaces de pièges mortels ayant eu raison des conquistadors depuis plusieurs siècles, Brett décide de prendre un avion et de sauter en parachute au-dessus de la jungle, seulement armé d'un pistolet et d'une machette. C'est à ce moment que le joueur prend le contrôle de Brett et devra le faire survivre aux menaces et ennemis qui parsèment le jeu. On contrôle le perso au joystick pour ses déplacements, le bouton servant à activer l'arme ou l'action présélectionnée à l'aide de la barre d'espace.
Composé d'une centaine de sprites différents, notre héros peut ainsi faire des sauts périlleux avant ou arrière, jouer de la machette ou du flingue dans plusieurs directions, utiliser des manettes ou des clés, ou encore se déplacer sur des cordes verticales et horizontales. Cette variété d'actions eut toutefois un coup sur le moteur 2D qui très régulièrement se mettait à ramer ou occasionnait des bugs de collision. Certains choix eurent aussi une influence directe sur le gameplay, comme par exemple l'obligation de dégainer et recharger régulièrement le pistolet pour pouvoir s'en servir. Il n'était pas possible de tirer tout en se déplaçant à cause de la visée. Un autre reproche couramment soulevé concernait la démarche arrogante du personnage. Cliché du héros américain à casquette, il se déplace à grandes enjambées en roulant des mécaniques. Un cycle de marche certes réussi pour son humour, mais peu adapté au passage délicat d'un jeu difficile. Et oui, car si le slogan sur la boîte annonçait bien 1000 façons de mourir mais une seule manière de voler, dans les faits beaucoup de joueurs ont dû s'arracher les cheveux devant les séquences retorses rencontrées au cours de l'aventure. Ne disposant au départ que de 3 vies, Brett se retrouvera bien vite empalé, noyé, haché menu, ébouillanté, voire même piétiné par un éléphant. Un catalogue d'atrocités qui incitera d'ailleurs l'éditeur US Gold à proposer un concours lors de la sortie du jeu en Angleterre, offrant un voyage à Mexico pour le joueur le terminant le plus rapidement. Pour l'anecdote, le jeu se verra également doté d'une protection par code via une roue de sélection fournie et imprimée en relief en noir sur fond noir. Cette protection anti-copie ne bloquait pas le lancement du programme, mais l'interrompait en cours de partie avec un message personnalisé à destination des pirates. Techniquement, le jeu, développé sur 7 ordinateurs Macintosh utilisant le logiciel Animator, est plutôt joli avec son côté cartoon et ses sprites variés occupant plus de 4 mégas de données compressées. Si certains décors semblent un peu vides pour privilégier l'action, ils fourmillent souvent de petits détails amusants, les rendant plus vivants. Cela incitait aussi le joueur à mémoriser l'emplacement des dangers et à différencier par exemple une petite puce inoffensive de scorpions bien mortels. Côté son, on retrouvait des mélodies signées David Whittaker, compositeur surdoué de cette période sur Atari et Amiga. Dès le menu où une étrange secte semble vénérer une divinité à tête de bouc, ces compositions instauraient une ambiance mystérieuse dont les thèmes se feront de plus en plus menaçants au fur et à mesure que le joueur s'enfoncera dans les entrailles de la Terre. Le menu permettait d'accéder à une carte animée présentant de façon schématique l'ensemble du parcours qu'il faudra emprunter pour arriver au bout du jeu. Même si cette petite aide permettait de repérer grossièrement les directions à suivre, la véritable stratégie à adopter était la même que dans beaucoup de jeux de plateforme d'alors, connaître par cœur les 5 niveaux que comportait le jeu, soit environ 80 écrans différents. Gold of the Aztecs était dur certes, mais pas injuste, puisqu'en plus des 3 vies de départ, 2 autres vies étaient accordées en cours de partie, en fonction du pourcentage d'avancement et des trésors ramassés. C'est surtout la très grande variété des situations rencontrées qui incitait le joueur à persévérer pour aller plus loin dans l'aventure. Ainsi, le premier niveau, relativement simple et le seul se déroulant à l'extérieur, servait en quelque sorte de tutoriel pour le maniement du héros. Survivre à la chute d'un vieux pont et activer le mécanisme d'un souterrain, tout en évitant des chasseurs de tête, rien que du très banal pour un joueur aguerri. Les choses se corsaient avec les plateformes piégées du deuxième niveau, qui nécessitaient un timing précis et laissaient peu de place à l'improvisation. Ici, c'était quelques petits indices visuels qui permettaient de différencier les cordes correctes auxquelles s'accrocher. Notons d'ailleurs que les développeurs n'auront pas hésité à créer une salle piégée uniquement destinée à induire le joueur en erreur. Un petit excès de sadisme, qui leur aura permis de glisser un clin d'œil à Indiana Jones. Après un passage rocailleux, le 3e niveau nous propose la descente d'une rivière souterraine. Une séquence qui ne sera pas de tout repos puisqu'en plus des rapides menaçant de faire couler le radeau et la présence de mystérieuses créatures un peu trop curieuses, il faudra jouer d'adresse pour éviter de tomber de la cascade qui termine la rivière. Le très court mais intense 4e niveau est celui ayant certainement le plus marqué les joueurs qui y seront arrivés. Brett y est en effet poursuivi par un énorme démon de pierre et devra rapidement déclencher plusieurs mécanismes destinés à le ralentir. Il lui faudra aussi éviter les fosses jonchant le parcours sous peine de rejoindre les rangs des victimes de la bête. Pour info, ce niveau semble être celui ayant le plus subi de modifications en cours de développement. Des images d'une version bêta présentées sur la boîte du jeu ou dans les magazines de l'époque montrent en effet des hommes-boucs renvoyant directement à la divinité du menu, ou même des sortes de cultistes remplacés par des moucherons carnivores dans la version finale. Là encore, on peut signaler des animations que l'on ne remarque pas toujours dans le feu de l'action, comme ces bas-reliefs monstrueux qui s'animent sur l'autel du démon. Enfin, le 5e niveau, regorgeant de mécanismes et de traquenards, sera presque exclusivement basé sur l'agilité dans les déplacements de son personnage.
il conclura les aventures de Brett par un ultime hommage à Indiana Jones via une boule de pierre à libérer pour se frayer un passage vers la sortie. Bien que présent au travers d'une petite preview animée, Saragossa, le jeu suivant de Kinetica Software, ne verra jamais le jour. Il reste quelques images sur le net de ce qui s'annonçait comme une aventure futuriste, mais la trop grande difficulté de Gold of the Aztecs aura eu raison de l'ambition de son studio de développement. Il reste donc le seul et unique jeu de Kinetica Software, un vrai challenge que peu de joueurs auront réussi à terminer. Le poète a dit « le temps passe vite en bonne compagnie », mais il a rajouté quand même « il n'est de meilleure compagnie qui ne se sépare à un moment donné ». Et comme en général c'est à la fin de l'émission, ça y est, il faut qu'on se sépare. Alors bon je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne activité extra 101%esque, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires. Oui quand même, parce que c'est extraordinaire. Des gros bisous.